Bonjour, merci Anne-Marie. C'est pour moi, comme les autres, un défi de parler de la complexité du système québécois dans 13 minutes. Et donc, au risque, je vous demande donc de me faire confiance que je vais par la suite vous faire la démonstration de la complexité du cadre juridique québécois en matière de harcèlement au travail. Pour le moment, je prends un certain risque, après tant de présentations aussi denses qu'intéressantes, de prendre un peu de recul et vous dire quel regard je pose sur cette complexité ici en droit québécois. Donc, le quoi, je pense, c'est bien établi, où je vous demande de me tenir pour acquis que c'est complexe en droit québécois aussi. Je vais tenter de partager avec vous un début d'hypothèse sur le comment. Pourquoi, comment ça se fait qu'on est arrivé là, pour ensuite, peut-être, dans le cadre de notre projet de recherche commun, éventuellement arriver à pourquoi. Donc, parler un peu de comment. Et je dois dire que ma collègue Dalia va vous parler du cadre conceptuel du projet de recherche plus en détail. Elle aura sans doute à passer le balai en arrière de moi. Je lui fais confiance, mais vous allez voir quand même pourquoi on travaille sur la même chose ensemble. Donc, pourquoi parler de l'encadrement juridique, du régime juridique du harcèlement au travail? Parce que c'est quand même un excellent exemple pour illustrer toutes les tensions, les dilemmes, les questions soulevées en lien avec le morcellement. D'un côté, sur une espèce de continuum, on a le morcellement dont Guylaine a parlé tantôt, qui donne des droits en silo, mais qui donne aussi parfois des tribunaux spécialisés. Et de l'autre côté, un concept contraire que j'ai cherché pour les fins de la présentation. Guylaine a évoqué le mot cohérence. Moi, j'ai mis plutôt intégration ou centralisation, cette idée qu'on pourrait avoir un guichet unique pour les droits au travail, mais au risque parfois de perdre une certaine spécialisation. Et donc, cette tension entre le morcellement et l'intégration se pose aussi bien dans l'abstrait, c'est-à-dire pour l'architecture du droit du travail ou le cadre normatif, que pour dans le concret, dans le matériel, c'est-à-dire la mise en œuvre par les acteurs institutionnels. Et évidemment, comme Guylaine a suggéré, il y a un rapport entre l'architecture du droit du travail que je dirais qui façonne la mise en œuvre, mais ne le détermine pas complètement non plus, comme de récentes recherches que j'ai menées m'ont amené à croire. Donc, dans ce contexte, j'émets l'hypothèse suivante de comment on est arrivé là pour le harcèlement au travail. Mon hypothèse, c'est que, à travers l'histoire, le législateur québécois en matière de harcèlement psychologique a fait preuve d'une espèce de perpétuelle fuite en avant. Et comment ça? C'est parce que on voit à travers l'histoire un enchaînement d'interventions législatives que plutôt que de bonifier ou de parfaire les régimes actuels, vont, selon des bases différentes, selon des paradigmes différents, légiférer en couche, en épaisseur et avec comme résultat le morcellement. Et en ce faisant, le législateur néglige le potentiel des régimes juridiques à caractère général, souvent préexistants, qui sont susceptibles quand même de permettre une mise en œuvre particularisée pour des questions spécifiques, comme par exemple le harcèlement. Alors, le législateur ne préfère pas cette approche-là. Il va plutôt privilégier des interventions particularisées qui vont porter sur des questions spécifiques et qui ne bonifient pas les régimes actuels, comme par exemple la santé et la sécurité du travail. Au contraire, face à une demande sociopolitique, parce qu'au Québec aussi, le harcèlement est une question qui préoccupe la société, le législateur va préférer mettre un accent sur la réparation plutôt que la prévention. C'est la réparation qui semble retenir l'attention du législateur, qui semble, ma foi, beaucoup plus sexy, beaucoup plus parlant que de parler de la prévention où le résultat obtenu est souvent qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, quelles conséquences de cette trajectoire pour l'encadrement juridique du harcèlement? C'est bien sûr la multiplicité et l'inaccessibilité des lois et des recours et des tribunaux aussi. Et de façon très générale, cette complexité avec l'accent sur la réparation au détriment de la prévention, une effectivité réduite des droits. Alors, ça, c'est ma conclusion, que
que j'ai pris soin de mettre en avant, vu qu'il y a très peu de temps. Et là, maintenant, j'embarque sur la démonstration à travers l'histoire de ces différents indices qui pourraient amener à vérifier ou à confirmer ou à compléter l'hypothèse en question. Donc, aujourd'hui, un recours exclusif en cas d'atteinte à la santé d'une personne victime de harcèlement au travail, c'est une réclamation pour lésion professionnelle. Ce recours-là existe depuis 1909 au Québec et illustrant la tension entre l'architecture du droit et sa mise en œuvre, eh bien, on a adopté la loi de 1909 à cause d'un désordre social constaté, c'est-à-dire que l'accidenté avait une créance contre son employeur, un recours en responsabilité civile. En 1909, Maître Lamotte va dire, c'est alors en constatant les manœuvres de l'employeur pour éviter l'accès à la justice. Maître Lamotte va dire, c'est alors que l'ouvrier s'imagine que la justice est au pouvoir des riches et que parfois il la maudit. On sent que c'est plutôt souvent qu'il la maudit. Et le recours, donc aujourd'hui, c'est l'ancêtre de cette loi-là, un régime toujours sans égard à la faute. Ça a pris quelques années après l'adoption de la loi actuelle pour qu'un droit à l'indemnisation en cas de harcèlement causant une atteinte à la santé soit reconnu. C'est l'affaire Anglade où c'est une question d'un policier victime de harcèlement racial. Dans ce contexte-là, le paradigme du législateur, c'est qu'on a une personne qui, au travail, subit une atteinte à sa santé suite à un accident dont la faute est imputable à personne. C'est un régime sans égard à la faute. On saute en avant. C'est le moment de la Charte des droits et libertés de la personne, adoptée, calquée sur le droit international. Vous pouvez y lire, en essuyant une larme, si vous êtes juriste, toutes sortes de belles paroles, le droit à la vie, à l'intégrité, à la dignité, à la santé, mais oups, mise en œuvre problématique. Il n'y a pas de mécanisme de plainte dans la Charte pour ces droits-là. Je simplifie, le cadre juridique, c'est terrible. Si vous me donnez une autre 13 minutes, je vais parler du monde syndiqué. Mais voilà, on retient pour l'instant que le seul droit reconnu dans la Charte pour lequel il y a un mécanisme de plainte, c'est le droit à l'égalité ou le droit à ne pas être harcelé en raison d'un motif interdit. Et encore une fois, on pouvait déposer une plainte dès l'adoption de la Charte, mais on a dû attendre jusqu'en 1990 pour qu'on ait un tribunal pour entendre et trancher la plainte et faire des ordonnances correctives à l'employeur. Donc ici, paradigme principal, un peu utopique, le droit à l'égalité. La personne victime de harcèlement est victime d'une atteinte à son droit à l'égalité seulement. Le harcèlement vanille, donc sans motif interdit, non, ça passe pas. Comme un arc-en-ciel, c'est intangible, c'est symbolique, c'est beau, mais l'accès à la justice est plus problématique. Quelques années plus tard, autre belle loi, la loi sur la santé et la sécurité du travail. Pourquoi? Parce qu'on constate que l'indemnisation doit être considérée comme indice humainement et financièrement très coûteux des lacunes du régime de prévention. Autre larme que vous pouvez essuyer comme juriste québécois. On lit de plus que l'employeur doit prendre des mesures pour protéger la santé du travailleur et s'assurer que l'organisation du travail ne porte pas atteinte à la santé du travailleur. Qu'est-ce que c'est beau? Ça a pris jusqu'en l'an 2000 pour qu'on comprenne que le mot santé dans la loi réfère autant à la santé physique qu'à la santé mentale. Donc, la conception des acteurs institutionnels de leur mandat a ici eu beaucoup d'influence. Et là, vous allez dire, peut-être c'est l'âge d'or du harcèlement psychologique comme objet couvert, comme de la LSST. Eh bien non. Sur l'entrefait, on commence à parler spécifiquement du harcèlement psychologique. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va adopter une loi sur, des dispositions spécifiques dans la loi sur les normes du travail. Et dès lors, l'inspectorat en santé et sécurité du travail va réduire. On vient de commencer, mais non, on va réduire son intervention pour ne porter que sur la vérification de l'existence d'une politique. Donc, on ne parle plus de l'organisation du travail. Donc, ici, pour une fraction d'un instant, la personne victime de harcèlement au travail, plutôt que de voir la personne comme une victime, on va caractériser le problème comme étant l'employeur qui manque à son obligation de faire en sorte que l'organisation du travail ne porte pas atteinte à la santé de la personne.
Encore une fois, je vous passe l'aspect infraction pénale de notre loi SST. Pour l'instant, silence radio total en matière de santé mentale au travail. On continue. Encore une fois, une loi symbolique, très jolie, mais dont la mise en œuvre reste inatteignable. On arrive avec la loi sur les normes du travail. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel désordre social le législateur souhaite traiter ici, qui fait en sorte qu'on va abandonner les dispositions dans le régime santé-sécurité au travail pour préférer un régime particularisé? C'est qu'on constate les règles du marché du travail favorisent l'occurrence d'incidents de harcèlement psychologique et on veut intervenir pour éviter la lésion professionnelle. Avant la lésion professionnelle, pourquoi? Parce que c'est ça le recours en cas d'atteinte à la santé, le recours exclusif et le recours utilisé le plus souvent par le fait des choses, par les victimes de harcèlement. Et à ce moment-là, on adopte quoi? Des dispositions spécifiques. On crée une obligation spécifique de l'employeur au sein même de la loi sur les normes du travail. Et attention, ici, en droit de la personne, l'employeur a une obligation de résultat. Tout d'un coup, l'obligation de l'employeur devient une obligation de simple moyen pour disposer du harcèlement. Et de plus, alors que le recours est au sein de la loi sur les normes du travail, une fois que la personne salariée peut réunir les 5 éléments de la définition du harcèlement psychologique que je vous laisse lire par vous-même, mais avant ça, il n'y a pas de recours en vertu de la loi sur les normes du travail. Si l'employeur manque à son obligation de prévention avant qu'il y ait une atteinte à la dignité, la création d'un milieu de travail néfaste, il n'y a pas simplement de recours. On arrive maintenant à la question de l'articulation. On ne peut plus pénible entre le harcèlement psychologique et la lésion professionnelle en lien avec les mêmes faits. Je pense que, en tout cas, ma collègue Anne-Marie pourrait vous en tenir longtemps. Je vais simplement vous lire, je pense, rendu là, le titre d'un récent article, Harcèlement psychologique et lésion professionnelle psychologique, de la chose jugée à l'abus de procédure en passant par la préclusion, que de confusion. Alors, encore ici, on a le régime de responsabilité civile, la loi sur les accidents du travail, la loi sur les normes du travail, la jurisprudence de la Cour suprême qui est codifiée à l'article 123-16 de la loi sur les normes du travail. On a apporté pour les personnes non syndiquées une certaine solution, point d'interrogation en 2016, c'est-à-dire on peut joindre l'audience de la plainte pour harcèlement psychologique avec le litige sur l'admissibilité de la réclamation pour lésion professionnelle en lien avec les mêmes faits. Mais quand on regarde dans le détail, qu'est-ce qu'on constate? On a parlé tantôt d'une perte de spécialisation. Qui est nommé pour entendre ces litiges? C'est un décideur spécialisé dans l'indemnisation des lésions professionnelles. Donc, on est de retour au régime sans égard à la faute. Y a-t-il une perte de spécialisation en conséquence? Alors, je vais arriver dans le temps, excusez-moi. Oui, comment je m'auto-régule, tellement j'ai peur d'Anne-Marie. On arrive ici avec notre personne salariée victime de harcèlement au travail. Et qu'est-ce qu'on a vu à travers l'histoire au Québec? Différentes dispositions législatives sont adoptées. Cette personne-là est entourée de droits, entourée de recours, et je vous pose la question, est-ce qu'elle est pour autant mieux protégée? Est-ce qu'elle a pour autant un meilleur accès à la justice? Comment on pourrait faire ça? Ça, c'est grâce à ma fille. Et donc, ça m'amène un peu à présenter la question de recherche qui fait en sorte que je suis très contente de faire partie du projet de recherche. C'est-à-dire, on s'intéresse ici, je cherche à pointer, non, je peux pas m'éloigner du micro, mais on cherche un peu entre le morcellement avec les silos, avec la spécialisation et l'intégration avec une meilleure cohérence et une centralisation. On cherche autant pour l'architecture du droit du travail que pour la mise en œuvre, le point d'appui qui va faire en sorte que le droit du travail dans son ensemble va atteindre sa finalité, c'est-à-dire la protection de la personne salariée au travail. Donc, pour moi, c'est ça notre projet de recherche et je termine là-dessus. Merci de votre attention.